un voyage en comédie. Moi aussi, j'ai pied ça. C'est bon. Michel Boujna qui barjote totalement devant la petite Marie, le bébé de 3 hommes et un couffin. Cette scène lui offrit le César du meilleur acteur dans un second rôle. Quant au film, il remporta celui du meilleur scénario et du meilleur film. Pourtant, personne n'en voulait, comme le rappelle sa réalisatrice. Tous les projets que je faisais, j'avais des scénarios que j'écrivais, j'avais tout se casser la figure, c'était une horreur. Colin Serrault ne convainc qu'un producteur, au nom prédestiné pour porter un film avec un bébé, Jean-François Le Petit. Le Petit a marché dans l'affaire aussi. De toute façon, il débutait, il n'avait rien à perdre. Lui, de toute façon, il n'avait jamais rien fait. Rien à perdre et surtout tout à gagner, car 3 hommes et un couffin est le plus gros succès des années 80 du box-office français. En 1985, il défonce Rambo 2. Survivre une guerre, que devenir la guerre. Les spécialistes et retour vers le futur. Michel Boujna le confirme, un seul acteur y croyait vraiment. Roland Giraud, l'inoubliable général Spunz de Papy fait de la résistance. C'était le seul qui disait tout le temps pendant le tournage, ça va marcher, ça va plaire aux gens. Et quand le film était fini et qu'il l'a vu, il a dit tu vas voir, ça va marcher. Et c'était le seul qui n'était pas étonné. Il a commencé à être étonné autour de 5 millions d'entrées quand même. Pour citer la réalisatrice, le film parle des changements qui sont en train de s'opérer entre les femmes qui savent ce qu'elles ne veulent plus et les hommes qui sont en plein désarroi. Elle imagine donc l'histoire d'un trio de colocs queutards qui se retrouvent avec un bébé sur les bras, à une époque où on parlait plutôt des enfants comme ça. Extrait. Moi, je trouve que les bébés, les tout petits, c'est pas très intéressant. Oui, tu trouves ? Oui, moi aussi. Ça commence seulement à m'intéresser vers 3 ans. Là, on peut leur apprendre des choses, discuter avant. Bah oui, avant, ça dort, ça mange, ça crie. C'est quand même limité comme conversation. Et où les hommes n'étaient pas très au point sur l'intendance, comme ici, à la pharmacie. Si elle n'a pas de dents, elle a probablement moins de 6 mois, vous comprenez? Maintenant, si elle a des dents... Ça veut dire qu'elle a plus de 6 mois. Pas du tout. Elle a très bien pu faire ses dents à 3 mois, 4 mois, vous comprenez? Ah bon? Dans ce cas-là, il vous faut du lait du premier âge. Et encore, ça dépend des marques. Parce que dans certaines marques, le premier âge va jusqu'à 3 mois inclus. Mais dans d'autres marques... Mais alors, comment je fais, moi, pour savoir? Elle pèse combien? Ah oui, elle pèse combien? Vous la pesez, puis suivant son poids... Bon, écoutez, ça fait rien. Je vais prendre les 2 boîtes, premier et deuxième âge, et puis je verrai avec les dents. Je vous donne des biberons? Ah oui, les biberons. Les tétines normales ou à 3 vitesses? Ah bon? Il y a 3 vitesses. Ces pères qui font des impairs découvrent ainsi les joies de la charge mentale, mot qui n'intégrera le Petit Larousse qu'en 2020, car la cinéaste a toujours un coup d'avance sur l'époque. En 1992, dans La Crise, elle traitait déjà du vivre ensemble. Et en 1996, dans La Belle Verte, elle défendait déjà la décroissance. Et donc, au mi-temps sévèrement burné des années 80, elle ébranle déjà le patriarcat avec cette inversion des rôles. Mais nous, mon vieux, on est dans les biberons, les couches, le caca et les lessives depuis 3 semaines et on en a plein les bottes, voilà. Heureusement, en cas de coup dur, nos 3 papas peuvent toujours compter sur l'ami Pierrot. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ce cœur du Solier Giraud Boujna fit fondre 10 millions de cœurs français et des dizaines de millions d'American Hearts. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Puisqu'il fut adapté par Léonard Nimoy, oui, Monsieur Spock himself, en 3 hommes et un bébé, avec Tom Magnum Selleck. 18 ans plus tard, toute l'équipe du Couffin se retrouvera dans 18 ans après, ce qui a le mérite d'être cohérent. Et entre-temps, 3 autres hommes auront aussi triomphé avec un enfant, les 3 frères. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, papa. Surtout pas. Frecolin, avec ou sans patate?
sans patate. Et c'est bien plus que 100 patates que remportèrent Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus grâce aux Trois Frères, le film le plus rentable de 1995 dans lequel les inconnus les plus connus de France incarnent trois hommes paumés avec un enfant sur les bras. Une mécanique qui, de Trois hommes et un couffin au compère, a déjà fait ses preuves au box-office. Campan et Bourdon l'ont co-réalisé et pour répondre à certaines critiques comme celle de Serge Kaganski des Inrecuptibles. Moi, ma réserve surtout par rapport à toutes ces grosses comédies qui ont eu du succès récemment, c'est surtout une réserve esthétique, une réserve sur la qualité de mise en scène et de cinéma. On vous donner une petite note de 1 à 10. Alors, ce fabuleux film, voilà. Jean-François 3, Christian 1. Et encore, je suis large. Bon, très bien. Légitimus et Bourdon rappellent quelques fondements du système de financement du cinéma français. Non, je vais simplement dire qu'il ne faut pas cracher simplement d'un point de vue économique sur la comédie, parce que c'est grâce aux comédies qu'on peut faire des films d'auteur, tout simplement. Ce sont les comédies qui font vivre le cinéma français. Mais on fait des comédies pour ça, pour que Eric Romer puisse faire des films. Vous n'avez pas compris ça depuis tout à l'heure. Cette année-là, 80 000 spectateurs iront voir les Rendez-vous de Paris d'Éric Romer. C'est vraiment la cata, c'est là. C'est la catastrophe. Tandis que 7 millions iront voir les Trois Frères. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. Tous hilares quand nos inconnus giflent un notaire ou quand ils insultent un huissier. Monsieur, c'est une question, je dois savoir, sac à merde, c'est une insulte? Vous avez prévenu 500 francs. Non, vous pouvez mettre 3000 francs. Soit on va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. 5000 parce que je vais rajouter aussi gros con de tête de merde qui pue le vomi de raclure de bidet. Ah, vous arrêtez, vous, je vous le dis, vous arrêtez, hein. Ou quand totalement stone, il joue au perroquet. T'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis! Arrêtez ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule! C'est ma gueule, là. C'est fini, oui? C'est fini, oui. Face à Bernard Farcy, le commissaire Gibert de Taxi, qui apprenait des notions de japonais à ses équipes. Souvenez-vous. Alors d'abord con, hein, con comme Emilien par exemple. Après, nichon. Je dis pas ça pour vous, hein, Petra. Vous avez mais c'est pour l'exemple. Et comme nichon, S'ils étaient américains, les inconnus s'appelleraient sans doute The Unknown. Et surtout, ils feraient partie aux côtés d'Audrey Hepburn, Mel Brooks ou John Legend du club très fermé des Zygotes, les lauréats d'un E comme Emmy, G comme Grammy, O pour Oscar et T pour Tony, le grand chelem du show business, puisqu'ils remportèrent un 7 d'or pour La télé des inconnus. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas... Bon, de toute façon, ça c'est les questions à la con. On leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Un Molière pour Au secours, tout va mieux. Bon, Révolution française, citez-moi 2 révolutionnaires français, c'est facile ça. 2 révolutionnaires les plus connus. Allez, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non mais je vous parle de la Révolution française, l'époque où on décapitait les nobles. Ah oui. Une victoire de la musique pour Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Et le César du meilleur premier film pour les Trois Frères. 30 ans plus tard, le petit Michael, devenu grand, retrouvera son papa et ses 2 oncles. Pour les Trois Frères, le retour. Et un oncle, c'est très pratique pour faire des bêtises, surtout quand il s'appelle Jacques Tati. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Qu'y aurait-il eu de mieux que la musique de Franck Barcellini pour introduire mon oncle? Un oncle incarné par Jacques Tati, et rien que ça, c'est tordant. Car si Tati en avait, ce serait mon oncle. Désolé. Une œuvre primée à Cannes, oscarisée à Los Angeles et plébiscitée par 4,5 millions de spectateurs en 1958, même si c'est 10 millions de moins que Moïse et ses 10 commandements, sortis en France la même année. Que cela soit écrit et accompli.
Sur la pochette de la bande originale du film, éditée chez Fontana, comme celle de Jour de fête, premier long métrage de Tati, comme celle du deuxième, Les vacances de Monsieur Hulot. Boris Vian, alors directeur artistique du label, écrivit « En vous présentant la musique originale, naïve et gaie de ce ravissant chef-d'œuvre, nous vous offrons l'illustration sonore d'un film qui durera autant que les bandes immortelles de Chaplin. » Et même si, à la différence de son collègue Charlot, Monsieur Hulot ne réalise pas des films muets, il a une façon singulière de concevoir ses dialogues. Interview. Moi j'ai mis le dialogue à la valeur du son, enfin ce que l'on entend sur un marché, dans une gare, à l'aéroport. Je crois que c'est ce que l'on entend d'ailleurs. On entend des bouts de phrases, tout à coup on entend une dame qui dit « Mais pourquoi tu m'as pas dit ça ?» On ne sait pas pourquoi il lui a pas dit dans le fond, et on ne sait pas non plus ce qu'il ne lui a pas dit. Les mots sont donc là davantage pour accompagner une ambiance que pour porter un propos, comme ici, au marché de Saint-Maur. Ou là, quand Madame Harple fait visiter sa maison ultramoderne équipée de plein d'inutiles gadgets. J'appuie ici pour tous légumes. Stérilisation. Congélation. Cette maison est son emblématique poisson jet d'eau dans laquelle Monsieur Hulot, le clown de Jacques Tati, est aussi à l'aise que celui de Peter Sellers dans la villa de la partie. Mais Tati n'a pas inspiré que Black Edwards. Sans l'absurdité des scènes d'entreprise de mon oncle, le Brésil de Terry Gilliam aurait été différent, comme toute l'œuvre des Monty Python d'ailleurs. Il y a du Hulot derrière le John Cleese du ministère des Marches Stupides. Et lorsque Jack Blues balance par la fenêtre l'allume-cigare de la voiture de son frère, Elwood Blues dans les Blues Brothers, c'est du Tati dans le texte et dans le geste. Dans Les vacances de Mr Bean, Rowan Atkinson rendit hommage à celle de Monsieur Hulot. Et la silhouette d'Hulot, on la retrouve dans le domicile conjugal de François Truffaut. Il y a aussi David Lynch, Wes Anderson, Steven Spielberg, sans oublier Pierre et Tex, qui n'est pas un duo composé d'un Pierre et de l'ex-animateur des Amours, mais le réalisateur du Soupirant et ancien premier assistant de Tati, qui se souvient que tout reposait sur son sens aigu de l'observation. Interview. Le plus petit fait peut être sujet à une dérision. Par exemple, le fait de siffler lorsque quelqu'un s'approche d'un bec de gaz pour qu'il tourne la tête et se cogne dedans. Des détails comme ça qui étaient vus dans la vie et qui étaient transposés pour le film. Ce gag du sifflet, c'est celui qui finira par réconcilier le père et le fils de mon oncle. Car ce sont ces bêtises que l'on partage qui réunissent les cheveux blonds, les cheveux gris, comme dans Babysitting. Prochaine étape de notre voyage en comédie. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah devine, on est là pour ton anniversaire. Mais vous êtes malade ou quoi? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse bien ou quoi? Viens le petit qui est dans sa chambre. Bah laisse-nous rentrer, j'adore les gosses. J'adore les gosses. C'est mon gosse. C'est rassurant ça. C'est ainsi que débute la nuit sans fin de Philippe Lachaud dans Babysitting de Nicolas Benamou et du même Philippe Lachaud. Parce que oui, chers auditeurs de France Inter, il est grand temps de vous intéresser au cinéma de la bande à Fifi. Ce collectif réuni autour de Philippe Lachaud, Rim Kérissi, Tarek Boudali, Julien Arrouti et Élodie Fontan, révélé en 2005 dans le Grand Journal de Canal+. En 10 ans, il rassembla plus de 16 millions de spectateurs avec des films comme Alibi.com. En tout cas, bien joué. Comment ça? Faites pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. Ouais, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Trop mignon. Épouse-moi mon pote. Fred. Oui? Épouse-moi mon pote. On se marie et on divorce. C'est juste le temps d'avoir les papiers. Ça va rien changer à ta vie, par contre, moi. Et ils adaptèrent même le Nicky Larson de mes années Club d'eau. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne.
Si au siècle dernier, vous avez aimé Pierre Richard dans Le Jouet de Francis Weber, ce film où un enfant veut un homme pour jouer... Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin. Hein? Je veux ça. Oui, oh, mais ne t'énerve pas, mon chéri, tout va s'arranger, ne t'énerve pas. Vous aimerez Babysitting, tout simplement parce que ce sont eux qui ont donné envie à Philippe Lachaud de faire du cinéma. Interview. Pierre Richard, moi, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ce métier, de faire des films. En fait, je me rappelle de mes parents qui étaient sur leur canapé en train de se marrer devant La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Je veux faire rire les gens comme Pierre Richard, comme Francis Weber dans ses films. Et donc, le soir de ses 30 ans, Philippe, dans le rôle de l'employé de Gérard Jugnot, se voit contraint de garder le fils de son patron. Et il lui fait l'enfer. Si dans 3 secondes, t'es pas sorti de ma chambre, je dis à mes parents que tu m'as touché les fesses. Quoi ? 1, 2... Mais comme le fils du président Rambal Cochet du Jouet, joué par le glaçant Michel Bouquet... Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Je ne sais pas, je l'ai payée 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. Le petit Rémi veut juste attirer l'attention de son père. Bon, sinon, sérieusement, Rémi, à part me pécho, un vrai rêve. La Rémi? Que mon père vienne me voir jouer au foot. Ben voilà, même s'il y contribue, l'argent ne fait pas le bonheur. Babysitting s'empare de la thématique des films de Nounou qui fit le succès de Mary Poppins ou Madame Doubtfire, mais version 21e siècle. On parodie Mario Kart dans une scène à la Rémi Gaillard. On pastiche là-haut des studios Pixar. On bamboche comme dans Projet X, tout en s'appropriant les codes des found footage. Ces images trouvées, sous-genre du cinéma fantastique qui fit triompher le projet Blair Witch ou Cloverfield. Et en plus, c'est pas cher. Bah ouais les gars, on a tout filmé au caméscope. Et puis pendant cette folle nuit, nous découvrons les joies du Surra de Bunda, une danse brésilienne que la décence m'empêche de vous décrire ici. Cette splendide bande à fifi, ce sont vraiment des sales gosses. Et les sales gosses, ils sont légion dans la guerre des boutons. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Si Petit Gibus avait passé plus de temps à l'étude qu'à participer à la guerre des boutons, il aurait fait un meilleur choix d'auxiliaire et mieux maîtrisé l'usage du conditionnel, car je vous rappelle que les si n'aiment pas les ré. Il aurait alors déclaré « Si j'avais su, je ne serais pas venu ». Cette réplique ne serait jamais devenue culte et Martin Lartigue, son interprète, ne se serait pas posé la question 50 ans plus tard d'en faire son épitaphe. Eh ben, peut-être que je le marquerai sur ma tombe. Parce que, à force de le dire, non, mais si j'aurais su, j'aurais pas. C'était ça, hein, le truc. Après qu'il a découvert les joies de La Goutte chez Jacques Dufilot, il porte cet autre moment de bravoure. Mais il est rond comme un boudin. C'était l'année 62, comme chantait l'autre. L'année de West Side Story, du Jour le plus long et du phénomène Guerre des boutons, qui réunit près de 10 millions de spectateurs. Alors que, comme le rappelle son réalisateur, personne n'y croyait. Personne ne voulait le faire. Il y a 8 ans que je me bats pour essayer de mettre en scène ce roman de Louis Pergaud, La Guerre des boutons, et que personne ne croyait à cette histoire d'enfant. Yves Robert, génie de la comédie qui offrit ses premiers rôles à Pierre Richard, donna son premier rôle à Louis de Funès, distribua les premiers Monty Python et réalisa Un éléphant ça trompe énormément, Le Grand Blond, Alexandre le Bienheureux, La gloire de mon père, Salut l'artiste ou Le bal des casse-pieds. À vrai dire, je n'étais qu'au début de mon ascension. Et tout au long de cet hilarant parcours, il fut accompagné par l'actrice, productrice et accessoirement épouse Danielle Delorme. Interview.
Vous êtes bien répartis les responsabilités tous les deux. Bien sûr, il fallait absolument que Yves, qui en assumait la mise en scène, soit libéré du côté financier de la chose. Alors je me suis attelée au côté financier du mieux que j'ai pu. Pour l'adaptation du livre paru en 1912, Yves Robert fait appel à Charles Boyer, déjà derrière le scénario et les dialogues de Jeux interdits. Et pour l'incarner, il s'entoure de quelques amis comme Jean Richard, Michel Galabru ou Pierre Tchernia, et de nombreux enfants qui avaient plus l'impression de jouer que de jouer, se souvient la productrice. Il y en avait beaucoup même qui ne savaient même pas qu'ils tournaient un film qu'on verrait sur l'écran. Pour eux, c'était un jeu. Il y en avait qui croyaient que Yves était moniteur au bout de la 3e semaine de tournage. Cette guerre des boutons, qui ne doit en rien son nom aux excès de sébum. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Mais au bouton de culotte qu'arrachent les vainqueurs aux vaincus est aussi l'occasion d'affirmer quelques vérités. Tu veux que je te dise, moi, dans la vie, le chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, puis c'est tout. D'évoquer la liberté, la fraternité, et puis l'égalité. C'est pas vrai, c'est quand tout le monde paye pareil. Et les pauvres alors? Tu fais honte aux pauvres, le braque. C'est pas républicain, ça. De dénoncer les maltraitances sur mineurs. Je fais pas trop d'histoire, quoi. Je sais bien que je mérite une trempe, alors vas-y, puis ce sera marre. Et il le demande. Ce tiens-toi, c'est quand même pas un homme est glaçant aujourd'hui. Enfin, on fait cet atavique constat lorsque le chef des Longevernes et celui des Vellerans se retrouvent ensemble en pension. Mon vieux Lester! Mon vieux Lebrac! Oh les vaches! Et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux. En 2011 éclata une guerre de la guerre des boutons, avec 2 remakes sortis à une semaine d'intervalle. Et si j'aurais su, j'aurais plutôt regardé la version d'Yves Robert. Ainsi s'achève notre voyage en comédie. Merci à notre intendante de production, Raphaël Plusquois, notre hôtesse technicienne, Alix Barrois, et notre barman, réalisateur François Audouin. À bientôt pour de nouvelles escales. Vive le cinéma!